Bonjour à tous. Merci et bienvenue pour ce webinaire sur le papier carton de demain et plus spécifiquement sur le décryptage de la chromatogénie. Alors, on démarre. N'hésitez pas à mettre dans le chat si vous voyez bien les slides, si vous entendez bien. N'hésitez pas à le mettre. Parfait, les emojis. Oh, c'est magnifique. Alors, pour démarrer ce webinaire, on va dire les quelques bonnes pratiques. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau dans le petit onglet en haut, en bas plutôt, à droite en fait de la fenêtre, il y a un onglet questions. N'hésitez pas à poser les questions tout au long de la présentation dans cet onglet-là. La présentation vous sera bien transmise par email à la fin donc de l'heure de webinaire. Et puis, à la fin de ce webinaire, on vous transmettra un questionnaire par email avant, après la transmission de la présentation. Et n'hésitez pas, c'est important pour nous que vous répondiez à ce petit questionnaire avec vos retours sur la présentation, si c'était clair, pas clair, etc. C'est important pour nous d'avoir votre feedback par rapport à cette présentation. Ceci étant dit, eh bien, on va pouvoir tranquillement commencer. Tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. On aura la chance d'avoir 4 intervenants, 4 chefs de projet donc du CTP. Alors Claire Monod du pôle produits fonctionnels, qui nous parlera de la chromatogénie, de la chimie de la chromatogénie et du procédé. Eline Bartolami du pôle aptitude au contact alimentaire, qui nous parlera, comme son nom l'indique, du contact alimentaire de la chromatogénie. Laurent Lianaz du pôle produits fonctionnels, qui nous parlera du projet BioCup notamment. Et Marie Caron, donc du pôle aptitude et qualification, qui nous parlera de la soudure ultrason. Côté Citeo, donc je suis accompagnée donc de Florine Rollin, chef de projet éco-conception, au sein du pôle recherche et innovation matériaux, dont je suis la responsable au sein de la direction éco-conception de Citeo. Pour démarrer la présentation, je vais faire une introduction sur vous représenter ce qu'est le programme spécifique d'innovation dans lequel s'inscrit le projet sur la chromatogénie. Alors, le programme spécifique d'innovation sur le matériau papier carton a 3 grands objectifs. D'une part, c'est d'aider à l'émergence des nouvelles propriétés de la cellulose pour avoir de plus en plus de solutions monomatériaux papier carton. Éviter les complexes de matériaux, papier, carton, plastique, etc. L'objectif également, c'est de soutenir les industriels dans le développement et l'appropriation de ces nouveaux matériaux et également d'accompagner les clients, les fabricants dans la recherche et également la mise en œuvre de ces solutions d'emballage monomatériaux et recyclables, bien évidemment. Pour faire tout ça, on a décidé de s'appuyer donc sur les centres techniques industriels qui exercent aujourd'hui des missions d'intérêt général en France et qui sont inscrites dans le code de la recherche qui encadre en fait toutes les actions de recherche, le cadre législatif des actions de recherche en France. Leurs actions, je vais vous le dire rapidement, hein, vous pourrez aller voir par vous-même sur les sites internet, mais pour repositionner ça, leur action, elle porte sur la mutualisation donc de moyens et de compétences au profit des TPE et des PME industrielles. Elles répondent à 4 grands objectifs qui est, comme vous voyez, donc d'anticiper les évolutions, les besoins sociétaux, les évolutions des technologies, de diffuser des connaissances scientifiques, techniques, économiques et d'accompagner les entreprises dans le développement et l'innovation. Donc, pour travailler sur le matériau papier carton, on a fait le choix effectivement de créer ce partenariat avec le Centre technique du papier de Grenoble. Il a été choisi donc évidemment pour son expertise qui est reconnue aujourd'hui par les industriels français et européens sur le matériau papier carton. Donc, ils sont basés sur Grenoble. Il y a 122 personnes qui travaillent dans ce centre technique aujourd'hui. Les grands principes du partenariat. Donc, ce qu'on appelle, donc dans ce partenariat, on a créé le programme spécifique d'innovation du matériau papier carton. Donc, c'est un partenariat qui est sur 6 années, sur 6 ans,
On traite aussi bien des sujets d'emballage et de papier graphique. On traite des problématiques aussi bien d'éco-conception que de tri et de recyclage. Comment mieux concevoir, comment mieux trier et recycler les papiers cartons. Et on a des projets, alors TRL, ça parle peut-être pas à tout le monde, et je leur expliquerai un peu plus tard. Donc c'est des Technology Readiness Level. En gros, les projets qu'on a avec le CTP, on est du TRL 4, 4-5, c'est-à-dire on sort du labo et on va vers l'industrialisation qui est plutôt vers 9-10. Ce programme spécifique d'innovation, il a différents axes dans lesquels on découle les différents projets. Alors, il y a la partie réduction, évidemment, qui est comment alléger le matériau papier-carton au maximum pour avoir le même type de propriété. Hop, pardon. Comment on améliore sa recyclabilité et comment on intègre du recyclé. Donc ça, c'est des thématiques assez classiques, on va dire. On a également 3 autres thématiques, qui est l'optimisation des procédés de recyclage, notamment comment on fait des économies d'eau, d'énergie. Tout ce qui est lié aux enjeux sanitaires de l'économie circulaire, donc veiller à la circulation des substances potentiellement problématiques dans la filière de recyclage. Et aller sur et travailler sur la fonctionnalisation de la cellulose. Et c'est sur cet axe-là qu'on va s'attarder aujourd'hui, puisque la chromatogénie entre dans un de ces axes et dans un de ces enjeux de la fonctionnalisation de la cellulose. Donc les 5 enjeux de la fonctionnalisation de la cellulose, c'est quoi? C'est donc notamment la barrière. Comment on va amener de la barrière au papier carton, mais évidemment en évitant d'associer d'autres matériaux. Puisque, pour rappel, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'objectif, c'est vraiment d'aller vers le plus de monomatériaux possible. Donc, comment on amène cette barrière sans avoir besoin d'ajouter d'autres matériaux, plastiques ou autres. La transparence, qui est également un enjeu, notamment dans le cadre des substitutions de matériaux. Comment on va amener de la transparence à ce matériau papier-carton qui, on peut le voir chaque jour, n'est pas vraiment transparent. Comment on amène de la scellabilité, c'est-à-dire comment on scelle un papier carton qui n'a plus de couche PE par exemple ou PP, et est-ce qu'on peut sceller sans avoir besoin de mettre de colle. Comment on amène de nouvelles formes 3D à ce matériau papier carton et sortir entre guillemets de la caisse classique en carton, et comment on amène de l'élasticité à la cellulose. Parce que oui, la cellulose, c'est un des polymères les plus présents à l'état naturel, mais bien que ce soit un polymère, il n'a pas les propriétés dites plastiques, qui est l'élasticité. Donc, comment on va amener justement l'élasticité de cette fibre? Donc, aujourd'hui, on va parler évidemment de la barrière, donc notamment avec la chromatogénie, qui est une des solutions est pour amener donc de la barrière à l'eau sans avoir un autre matériau associé au papier carton. Et on va également parler de la scellabilité avec la soudure ultrason. Donc je vais passer la parole à Claire, qui est Claire Monod du CTP, qui va nous expliquer c'est quoi la chromatogénie, la chimie de la chromatogénie, et le procédé de mise en œuvre, et en quoi justement ça répond à ce besoin d'apporter de la barrière à l'eau au papier carton. Merci Mélanie, bonjour à tous. Donc comme l'a dit Mélanie, je vais présenter rapidement le procédé de chromatogénie, sa mise en œuvre et ce que ça va apporter au papier directement. Donc Mélanie, si tu peux. Merci. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chromatogénie, c'est une technologie de rupture qui a été développée au CTP il y a de cela plusieurs années. Donc ça permet d'apporter une barrière à l'eau, au papier et au carton, grâce au greffage d'une molécule d'acide gras sur la molécule de cellulose qui donc constitue les fibres du papier. Donc c'est une réaction chimique qui est très facile et qui est ultra rapide, qui se passe en 3 étapes. Donc la première étape, ça va être la dépose de l'huile réactive. Donc l'huile réactive, c'est ce que nous on va appeler réactif dans notre réaction de chimie. Donc on va venir déposer quelques gouttelettes en surface d'une des faces de notre papier.
Et sur cette phase de papier, on a du coup des groupements hydroxyles ou des groupements OH qui sont issus de nos fibres justement de cellulose. Ensuite, on va avoir le développement de la réaction, donc qui va se faire sous l'effet de la chaleur. Donc, avec cette réaction, en fait, on va avoir la vaporisation de notre réactif qui va diffuser à la fois dans la profondeur du papier, mais également au niveau de toute la surface, et qui du coup va pouvoir réagir avec les OH qui sont situés sur une grande partie de notre face du papier. Et enfin, donc, on va obtenir notre papier qui va être greffé. Mais avant ça, on va avoir une étape de nettoyage. Donc, cette étape de nettoyage, elle va permettre d'éliminer toutes les molécules de notre huile réactive qui n'ont pas pu réagir avec les hydroxyles du papier et qui, du coup, sont encore présentes dans notre papier sans apporter forcément de bénéfices lors de notre traitement. Si on prend une échelle un peu plus grande, donc là, ça représente le pilote qu'on a nous au CTP et qui est utilisé en fait pour greffer directement des bobines de papier. Donc parce qu'en fait, le procédé de chromatogénie est un procédé qui a été développé pour un procédé bobine-bobine. On est capable aussi de greffer des échantillons plus petits, mais on peut greffer des volumes très importants. Donc on a notre bobine de papier au début de notre procédé, qu'on va venir dérouler et on va venir déposer notre réactif, donc vous voyez qui est représenté en jaune ici, sur une des faces de notre papier. Ensuite, la bobine va continuer à être déroulée et va être chauffée au niveau d'un rouleau de chauffe. Et du coup, c'est là où la réaction va se développer. Et donc, dès la sortie de notre rouleau chauffant, on a un papier qui est déjà greffé. Mais comme je vous l'ai dit, on a quand même une étape de nettoyage donc, qui se passe au niveau de la lame d'air chaude. Donc, on vient pulser de l'air à très forte température, donc on est au-delà de 300 degrés, pour éliminer toutes les molécules d'huile des réactifs qui n'ont pas encore réagi avec notre papier. Et ensuite, du coup, on vient réenrouler notre bobine, donc on obtient de nouveau une bobine de papier, mais qui cette fois va être barrière à l'eau. L'avantage aussi de la chromatogénie, c'est que c'est une technologie qui peut être adaptable à des papiers qui sont couchés. Donc, ça ne marche pas avec toutes les couches. Donc, il faut qu'on ait une couche qui ait les bonnes propriétés pour pouvoir être greffée. Donc, comme je vous ai expliqué sur la première slide, pour pouvoir être greffé, il faut qu'en fait, on ait des groupements hydroxyles, donc des groupements OH, qui soient accessibles en surface de notre support. Donc, c'est le cas, par exemple, de l'alcool polyvinylique, qu'on appelle plus communément le PVOH ou le PVA, et qui possède de très bonnes propriétés, principalement des très bonnes propriétés barrières à l'oxygène et aussi aux graisses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir déposer une fine couche de ce PVOH, donc souvent entre 3 et 8 grammes par mètre carré. Donc ça va dépendre en fait de notre support. Plutôt si on est sur un papier très fin ou sur un carton qui est plutôt avec un fort grammage, donc plutôt épais. Et ensuite, ce PVOH, on va pouvoir venir le traiter. Donc, c'est la deuxième étape, c'est l'étape de chromatogénie. Donc, on va venir faire un greffage directement, cette fois, sur la couche de PVOH et non pas sur notre papier ou notre carton directement. L'avantage, c'est du coup, on va apporter une barrière à l'eau, comme ce qu'on arrive à avoir sur notre papier, mais également une très bonne barrière à la vapeur d'eau. Et l'avantage aussi, c'est que le PVOH est de base très sensible à l'eau, et donc ici, on va venir protéger cette couche. Lors d'un traitement comme ça, on vient déposer des très très faibles quantités de réactifs, donc on dépose en gros entre 0,1 et 0,4 grammes par mètre carré de réactifs en surface, ce qui nous fait un apport de matière qui est très faible comparativement à des couches qu'on vient déposer normalement en surface de notre papier. Si on regarde les propriétés en tant que telles des papiers greffés par chromatogénie ou des papiers couchés PVOH puis greffés par chromatogénie, on voit qu'on conserve les propriétés intrinsèques du papier. Donc, on a des papiers qui sont toujours repulpables, qui sont toujours recyclables et également biodégradables. Et également sur toutes les étapes de transformation. Donc, par exemple, notre papier est toujours collable. On peut utiliser différents types de colle. On peut même
souder par ultrasons le papier qui est avec du PVOH et greffé par chromatogénie. Et également, au niveau de l'imprimabilité, on possède de très bonnes propriétés d'imprimabilité avec certains types d'impression ou avec certaines activations qui sont faites, par exemple, sur des couches plastiques habituellement. En ce qui concerne les barrières, donc comme l'intérêt de la chromatogénie, c'est d'apporter une très bonne barrière à l'eau, on se rend compte qu'on obtient effectivement de bonnes barrières à l'eau pour des papiers greffés, voire très bonnes pour des papiers avec du PVOH qui sont greffés. Comme je vous l'ai expliqué sur la première slide, notre réactif sur du papier va venir se vaporiser pendant la phase de réaction et du coup va diffuser dans la profondeur du papier. C'est pourquoi sur un papier greffé, on va avoir également une protection des tranches. Cette protection des tranches ne se retrouve pas malheureusement sur le papier avec du PVOH qui va être greffé parce que la couche de PVOH est très dense et du coup le greffage va se faire seulement en surface de notre papier et non pas dans la profondeur. Par contre, sur un papier greffé simple, on n'aura pas de très bonne valeur barrière pour la vapeur d'eau, pour la graisse et pour l'oxygène. Par contre, les barrières à la graisse et à l'oxygène sont très bonnes pour le PVOH greffé. Donc, c'est des barrières qui sont apportées par la couche de PVOH. Et enfin, on a des valeurs barrières à la vapeur d'eau qui sont plutôt bonnes dans des conditions tempérées, donc à 23 degrés et 50% d'humidité, qui sont plus modérées, on va dire, pour des conditions plus tropicales. Et du coup, enfin, pour résumer un petit peu toutes les caractéristiques de la chromatogénie, donc c'est un procédé chimique qui n'utilise pas de solvant. Donc ça a des avantages à la fois économiques, mais aussi écologiques. Donc on n'a pas de produits chimiques supplémentaires à ajouter lors de notre réaction. On va venir déposer directement notre huile biosourcée en contact directement avec le papier. Donc cette huile va réagir avec des papiers cartons, donc qu'ils soient couchés ou non. Et ça va permettre d'apporter une protection des matériaux qui sont sensibles à l'eau, donc que ce soit la couche qui a été ajoutée en surface ou alors directement du papier. Ensuite, les gros avantages, c'est que ça n'a absolument aucune influence sur les caractères recyclables biodégradables du papier, ce qui est quand même très important. Et ça n'a également pas d'influence sur la partie transformation. Donc, on peut continuer à transformer son papier. Donc, on peut effectuer des étapes de collage ou de soudage ultrason en fonction de notre support. Et également, on peut continuer à imprimer notre papier correctement. Et enfin, on n'a aucune modification de la structure du papier parce qu'on ne vient pas déposer une couche physique en surface de notre papier, on vient juste greffer quelques molécules sur nos fibres de cellulose, ce qui fait qu'on garde la porosité du papier. Et en ce qui concerne l'industrialisation, donc c'est un procédé qui est très rapide. La réaction en tant que telle de chauffe de notre papier va durer entre 1 et 4 secondes en gros. Donc c'est vraiment très rapide, facilement industrialisable. Donc on a un pilote industriel qui est présent ici au CTP. Donc vous avez vu un petit peu une représentation schématique. Et on a également 3 machines industrielles qui sont dans le monde. Donc on en a 2 en Corée du Sud et une qui est située en Europe. Donc voilà. Hop, je rallume le micro. Merci Claire. Donc on comprend bien que la chromatogénie, ça fait un moment qu'on en parle, mais là on se rend compte quand même que ce n'est plus un procédé qui est uniquement au stade laboratoire et en gros que ça marche que à l'échelle laboratoire. Là on comprend que ça marche et que c'est déjà en marche en fait sur des procédés vraiment industriels. Sur des vraies machines en gros qui utilisent du papier carton. Donc cette technologie, donc on a vu, ça amène des propriétés barrières, on conserve l'impression et l'imprimabilité du papier, mais si on revient à nos sujets, donc notamment dans le contexte d'emballage ménager, est-ce que cette technologie de chromatogénie, est-ce qu'on peut l'utiliser en fait au contact des aliments? Parce qu'on va avoir cette problématique, notamment comme je disais, quand on est dans le cadre d'emballage ménager. Pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à Éline sur cette partie donc du défi réglementaire et technique qui est le contact alimentaire pour la chromatogénie. Bonjour, merci Mélanie. Bonjour à tous.
Donc, en effet, le procédé d'obtention de l'aptitude au contact alimentaire se pose. Pour la chromatogénie, on a vu via la présentation de Claire que le procédé est maintenant bien rodé. On se pose alors la question du risque que peuvent présenter des emballages destinés au contact des aliments qui seraient traités par chromatogénie. Donc, en Europe, on a un règlement, le règlement 1935-2004, qui impose l'inertie des matériaux qui sont destinés à entrer au contact des aliments. Ça couvre l'ensemble des matériaux. Au niveau des papiers cartons, nous n'avons aucune réglementation harmonisée en Europe. Il nous faut donc nous tourner vers les différents pays européens. Donc, au niveau de la France, on a la DGCCRF qui n'étudie pas les nouvelles substances qui vont être éventuellement proposées pour être au contact des aliments. Donc, on va se tourner à l'échelle nationale vers l'Allemagne, qui est le pays de référence pour les démarches d'autorisation de mise sur le marché de nouvelles substances dans les papiers cartons. Et plus particulièrement vers un institut qui s'appelle le BFR. Donc, je vais vous épargner ma prononciation allemande et vous donner tout de suite la traduction qui est l'Institut fédéral d'évaluation des risques. Et l'objectif donc de cette démarche est de réaliser une étude de risque complète pour assurer l'absence de risque pour le consommateur. Donc pour cela, on va monter un dossier. Donc c'est ce que l'on fait actuellement, enfin on a fait d'ailleurs, qui est soumis à un jury d'experts du BFR et que l'on va appeler une pétition. L'objectif dans le cadre de la chromatogénie, c'est de lister le réactif utilisé pour la réaction de chromatogénie. Donc c'est l'acide gras que Claire vous a présenté. Les points clés de ce dossier sont la description des procédés de fabrication du réactif, la purification de ce réactif. Donc il faut montrer en effet qu'on a un réactif qui est le plus pur possible. Ensuite, il faut décrire l'étape de greffage par chromatogénie avec un certain nombre d'éléments qui permettra ensuite d'avoir un greffage de qualité et donc des propriétés barrières efficaces pour les papiers cartons. Il faut décrire le type de contact qui est prévu. Et enfin, démontrer par des tests de migration et d'extraction du réactif et des substances, éventuellement des impuretés et des substances néoformées, que l'on a donc de l'inertie de notre matériau. Et enfin, si l'on a des substances qui migrent, ce qui arrive régulièrement, dirons-nous, il faut démontrer que dans les quantités dans lesquelles ces substances migrent, qu'il n'y a pas de risque de toxicologie pour le consommateur. Donc, concernant la chromatogénie, le dossier a été soumis en avril 2023. On a eu une première réunion avec le jury du BFR le 28 novembre 2023. Et actuellement, nous travaillons donc conjointement avec le BFR. On est sur des échanges qui sont en cours pour finaliser la validation du dossier, on l'espère, sur 2024. C'est ça, on croise les doigts pour avoir une réponse, on va dire, avant l'été 2024. Mais on croise les doigts parce que, vous l'avez compris, c'est un processus qui est très très long. Parce que même si encore une fois, le procédé de chromatogénie pouvait exister depuis un certain temps, mais toute ce process en fait d'avoir cette autorisation d'aptitude au contact alimentaire de la chromatogénie, puisqu'on le fait, ça n'existait pas avant. Et c'est très long. Donc oui, c'est un dépôt de dossier en avril 2023, mais bien avant ça, il y a eu plusieurs années de travail là-dessus. Puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser cette technologie avec des papiers cartons au contact des aliments. Alors, on a vu la chimie, le procédé avec Claire, là, l'aptitude au contact alimentaire. Alors,
ça fait partie du développement, on va dire. Et il fallait à un moment donné mettre en œuvre en fait ces papiers traités chromatogénie sur un vrai procédé industriel chez un industriel pour former en fait des emballages avec ces bobines traitées. Donc là, je vais laisser la parole à Laurent qui va nous parler donc du projet BioCup qui justement a pour vocation à mettre en forme des papiers traités chromato et pour pouvoir tester après leurs propriétés. Oui, merci Mélanie et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet BioCup. Pour revenir, l'origine du projet BioCup, c'est que les gobelets font partie en fait des 10 déchets plastiques qui ont été retrouvés en fait sur les plages européennes. Et donc, la Commission européenne avait préparé une directive justement pour visant à réduire l'utilisation des matériaux plastiques à usage unique, d'où donc le développement autour de ce projet. Donc l'idée dans ce projet, c'était de pouvoir proposer un nouveau gobelet qui soit recyclable, biodégradable, compostable, sans plastique et sans colle, qui pouvait offrir donc une barrière efficace au liquide, à la graisse et à la vapeur d'eau. Sachant que dans le domaine des gobelets, donc aujourd'hui sur le marché, 60% du marché ce sont des gobelets plastiques, 5% ce sont des gobelets en polystyrène, et les 35% sont des gobelets en carton avec des revêtements avec un PE au recto et au verso. Et donc l'objectif de ce projet, ça a été de développer justement un gobelet qui nous permette de trouver une solution alternative justement au gobelet actuel. Et donc ce produit innovant, ça s'appelle donc la BioCup. Donc, l'objectif dans le projet a été de produire des prototypes et des démonstrateurs, donc à l'échelle industrielle, et d'être en parfaite adéquation avec les produits développés et avec les besoins du marché, aussi bien en termes de coût-performance que par rapport au niveau de l'aptitude au contact alimentaire, comme présenté précédemment par Eline. Donc pour revenir sur la structure en fait du gobelet que l'on a développé dans le cadre de ce projet. Donc on avait d'abord un niveau de performance qui était à atteindre par rapport à des performances de barrière à l'eau, donc ce qu'on appelle le COB à l'eau, donc là sur un temps de 600 secondes. On avait également la barrière à la vapeur d'eau et il fallait également que ce gobelet soit résistant à des liquides chauds et au moins à des températures de 70 degrés. Donc le gobelet tel qu'il est utilisé aujourd'hui, qui contient 89% de fibres, c'est un carton sur lequel vous avez un film PE sur l'extérieur et un film PE sur l'intérieur. Nous, de notre côté, on a développé donc à partir de la technologie présentée précédemment par Claire, basée sur du PVOH et de la chromato. Donc on est venu déposer un film de PVOH sur le recto et le verso du carton, avec, comme vous le voyez, des grammages plus importants à l'intérieur, 8 grammes à l'intérieur, 3 grammes à l'extérieur, et sur lequel on est venu réaliser un traitement par chromatogénie pour développer en fait l'ensemble des propriétés barrières nécessaires. Donc, comme vous le voyez, au final, on a un gobelet à 97% de fibres qui est complètement recyclable, biodégradable et compostable en milieu domestique. On a exactement les performances qu'on souhaitait et même des performances un petit peu meilleures sur certains cas de figure, comme par exemple par rapport à la barrière à l'eau. On voit bien que pour la barrière sur des produits un peu élevés en température, donc à 92 degrés, on a des valeurs qui sont un petit peu plus élevées que ce qui était souhaité. Mais par contre, on a pu constater lors de nos tests qu'on avait une étanchéité qui était vraiment parfaite. Donc, sur le slide suivant. Merci beaucoup. Donc, juste pour vous montrer en fait l'évolution du gobelet à usage unique depuis quelques temps, sachant que le marché en France est relativement important puisqu'il est de 32 kilotonnes, ce qui représente plus de 4 milliards de gobelets. Donc hier, on était sur un gobelet qui était 100% plastique. Aujourd'hui, on est sur un gobelet, comme je l'ai présenté, qui est 89% papier carton, 11% plastique. Et donc, l'idée de
nouvelle BioCup, c'est d'être avec un matériau qui soit à 97% papier carton et avec 3% de plastique. Donc, et ce qui est très important dans ce gobelet par rapport aux autres gobelets qui sont présents ici, c'est qu'au niveau du scellage du gobelet, on a utilisé une technique qui va utiliser donc les ultrasons et qui ne nécessite pas d'utiliser de colle. C'est ce qui vous sera présenté prochainement donc par Marie sur le chapitre suivant. Donc, slide suivant. Alors là, on a parlé spécifiquement du gobelet et des performances du gobelet, mais la technologie de PVOH et chromatogénie ou de chromatogénie peut permettre également d'autres déploiements sur plusieurs secteurs du marché. Entre autres, par exemple, un des secteurs sur lesquels on a beaucoup travaillé, c'est le secteur des fruits et légumes, pour proposer, par exemple, des barquettes qui sont des barquettes carton avec un traitement PVOH chromatogénie au perculé et qui puissent permettre, par exemple, de conserver les fruits et légumes de manière beaucoup plus longue. On a travaillé sur différents types d'applications et principalement, par exemple, sur le secteur de la fraise, qui est un produit qui est très sensible. Et on a vu que cette technologie pouvait donner des performances vraiment très intéressantes. On a également fait quelques projets sur le secteur du surgelé. Donc, on a travaillé, entre autres, sur de la glace. On a travaillé également sur de la pâte feuilletée. Et on a vu qu'on était en capacité de pouvoir proposer des emballages qui permettent de pouvoir conserver vraiment de bonne manière ces différents produits. Le dernier secteur, en fait, également sur lequel on a proposé des emballages innovants sont les secteurs des produits secs. Donc, ça peut concerner, par exemple, de la poudre d'amande, ça peut être du chocolat en poudre, ça peut être également des croquettes pour chiens. Donc, des matériaux qui peuvent avoir besoin de différents types de propriétés, de la barrière à l'eau, de la barrière à la vapeur d'eau, de la barrière aux graisses. Et donc, cette technologie permet également de pouvoir proposer des nouveaux matériaux pour pouvoir répondre aux besoins du marché. Et bien sûr, il y a plein d'autres secteurs où on peut avoir besoin d'une barrière à l'eau. Par exemple, pour du paillage, pour de l'agriculture, on peut utiliser la chromatogénie. Sur certains cartons d'emballage, on peut également utiliser la chromatogénie pour avoir une barrière vraiment importante et parfaite à l'eau à liquide. Merci Laurent. Effectivement, hein, le premier travail qui a été fait sur le gobelet, c'était vraiment d'avoir l'idée, c'était de se dire sur quel type d'emballage, de matériaux on pourrait s'intéresser pour justement éprouver ces propriétés techniques de barrière à l'eau, etc. Et donc, quoi de mieux qu'un gobelet où on vient mettre de l'eau vraiment à l'état liquide à l'intérieur pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Donc, on est parti d'abord sur un démonstrateur de type gobelet. Mais l'idée, évidemment, c'est après de se dire c'est quoi les marchés potentiels de cette chromatogénie, et à l'issue donc de ce projet BioCup on espère qu'il va se finaliser du coup sur 2024, c'est de faire plein de tests complémentaires justement pour éprouver la barrière de la chromatogénie et utiliser ce démonstrateur gobelet en pot, en stimulant de barquette pour voir quels sont les types de produits qu'on peut mettre à l'intérieur, quelle est la période de vieillissement, quelles sont les barrières obtenues, etc., etc. Puisque ça n'aurait aucun sens que ça reste pour un secteur du gobelet, bien évidemment. Donc, on a parlé de la chromatogénie. Et bien, comment on scelle justement ce gobelet? On a fait une pierre deux coups. On a à la fois testé la chromatogénie et à la fois le scellage ultrason, puisque une fois qu'on a enlevé la partie PE du gobelet notamment, comment on scelle si on ne met pas de colle? Donc, je vais laisser la parole à Marie qui va nous expliquer le collage sans colle par le scellage ultrason. Merci Mélanie. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc le scellage par ultrason. Cette technologie de scellage par ultrason est une technologie qui est communément utilisée dans l'industrie du plastique aujourd'hui, mais qui est encore peu utilisée dans l'industrie des matériaux cellulosiques et des papiers cartons, même si elle est déjà connue. Cette technologie est une technologie qui se fait sans ajout de matière, ce qui permet de supprimer les colles.
Donc tant l'écolle vinylique, que l'on considère comme perturbatrice du recyclage pour la plupart, puisqu'elles vont générer des stickies, que l'écolle hot melt, qui, elles, sont des risques de contamination du fait de leurs huiles minérales dans les boucles de recyclage. Donc l'idée est, vous l'avez compris, de tendre vers un monomatériau papier-carton. Et l'idée est également de tirer profit des composants du carton. Et là, on en vient tout spécialement à ces gobelets qui ont été présentés et à ce carton qui a été présenté également auparavant, qui est enduit de PVOH et greffé par chromatogénie. Ce matériau, en fait, ne se scelle pas classiquement par un scellage thermique. Donc, en revanche, il va pouvoir se souder aux ultrasons. Puisque finalement, les ultrasons permettent une finesse de réglage des paramètres. Donc, comme vous pouvez le voir sur la gauche, en bas, il y a un schéma de principe du fonctionnement de l'ultrason. En bas, ce qui est représenté en noir, c'est une enclume qui est la partie fixe sur laquelle on vient déposer donc les deux matériaux à souder. La partie noire supérieure, elle, il s'agit de la sonotrode. Un mouvement vertical est généré par cette sonotrode, en fait une vibration verticale, ce qui va générer un phénomène de friction à l'interface des deux matériaux à souder, une élévation de température très haute pendant un temps très court va permettre aux composants qui le peuvent de fluer à l'interface des matériaux. Donc ce procédé en fait est très économe en énergie puisque finalement l'énergie va vraiment se concentrer à l'endroit où les matériaux et les composants doivent fluer. Et ce qui est très intéressant également avec cette technologie, c'est qu'elle permet de régler de nombreux paramètres que vous voyez indiqués ici, donc tant la fréquence de la presse que l'amplitude de vibration. Il existe deux modes de descente de la sonotrode, soit en termes de vitesse et d'effort, et il existe également 3 modes d'arrêt des ultrasons. Et pour finir, il y a un maintien qui est appliqué pour pouvoir générer et refroidir ce joint. Alors au niveau des résultats, ils sont très prometteurs aujourd'hui. Donc déjà rien que pour commencer, le soudage de papier, de matériaux papier et carton enduit de PVOH et greffé par chromatogénie, puisque comme je vous le disais, ce papier ne peut pas se sceller thermiquement de façon classique. D'autres projets sont en cours et donnent de très bons résultats, tant sur les cartons plats, mais également sur d'autres matériaux en cours ou en cours de lancement, mais également sur d'autres types de matériaux cellulosiques comme à l'extrême le bois ou des papiers beaucoup plus fins. Voilà, et pour finir, les avantages du soudage ultrason par rapport au thermoscellage, ils sont nombreux. Donc déjà en termes de cadence, ça permet d'aller plus vite. Du fait de ces vibrations finalement au niveau de la soudure, ça permet d'écarter les contaminants en fait, ou tout simplement le produit de remplissage qui vient à l'intérieur du sachet et qui permet de garantir une étanchéité parfaite et par là même une atmosphère modifiée à l'intérieur du sachet quand elle est nécessaire. Comme je vous le disais, ça permet une économie d'énergie, mais également une économie de matière. Donc finalement, le collage sans colle, c'est un procédé qui suscite l'adhésion. Merci. Merci Marie pour cette formulation. Merci beaucoup. On a vu donc le procédé, etc., le projet BioCup, la soudure ultrason, et j'ai envie de dire, maintenant, il y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Avec le projet BioCup, c'est une première marche vers l'industrialisation justement, et c'est un vrai défi en fait le passage à l'échelle. En fait, je vais revenir justement sur cette notion de TRL, donc de niveau de maturité technologique pour que ce soit un peu plus clair. De 1 à 3, en fait, on est vraiment sur la phase recherche, sur la phase labo, on va dire. De 4 à 6, on est sur la partie donc développement de la technologie. Et de 7 à 9, quand on parle d'un TRL 9, en fait, on est au stade de déploiement en fait d'une technologie.
Donc là, avec le projet BioCup, qui est donc le démonstrateur de la mise en œuvre de la chromatogénie, on est on est sur ce niveau 8-9. Donc on est vraiment la marche juste avant le déploiement industriel en tant que tel. Et ben la question c'est demain 2025, comment justement on passe au cap d'après. Donc là, je ne sais pas si Philippe, tu veux un peu parler justement de cette phase-là qui est comment on passe à, à cette marche encore au-dessus, qui n'est pas des moindres à passer, mais pourtant qui est utile parce que l'objectif, c'est pas que ça reste au niveau labo, au niveau centre technique, c'est bien que ce soit une technologie qui soit utilisée et utile en fait aux industriels. Oui, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, du coup, nous, c'est vraiment le centre technique du papier. Notre mission, c'est d'aller vers l'industrialisation. Faire des belles choses au laboratoire à l'échelle pilote, ça a un peu de sens, mais le but, c'est vraiment d'aider les industriels pour développer de nouveaux matériaux, atteindre de nouveaux marchés avec des matériaux plus recyclables, biodégradables ou avec des meilleures propriétés. Et du coup, c'est toujours, l'innovation, ça prend vraiment du temps. On peut dire qu'aujourd'hui, entre le jour où on découvre quelque chose sur une paillasse, une technologie, un procédé, et le moment où ça va être industrialisé, il faut en général, en moyenne, 15 à 20 ans. Donc là, on est à peu près sur un peu plus de 20 ans sur la découverte de la chromatogénie. Donc, on avance bien. Mais aujourd'hui, quand on développe des choses, c'est plus suffisant d'avoir à la fin une bobine qui a des propriétés barrières qui sont vraiment intéressantes. Mais il faut aussi avancer sur tout ce qui est autour. Et c'est ce qu'on a vu un peu aujourd'hui. Parce qu'avoir une bobine, c'est une bonne chose, ou avoir un format. Mais derrière, il va falloir faire un emballage et c'est ce qui va être vendu par les industriels. Et donc, il faut s'assurer que ces bobines traitées, ces nouveaux matériaux, puissent être imprimés, puissent être collés, soudés, transformés, mis en forme, et aussi à des tarifs qui restent raisonnables et acceptables par le marché. Le point aujourd'hui crucial pour passer justement à l'étape de demain, typiquement la BioCup, il y a des choses autour du soudage ultrason, mais ça avance bien. C'est vraiment, nous, on attend la validation de l'aptitude au contact alimentaire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui aujourd'hui prend du temps. On a déposé un dossier il y a 1 an, mais c'est un travail, on a commencé à faire des premiers essais il y a à peu près 7-8 ans, pour s'assurer qu'il n'y avait rien qui pourrait être un obstacle majeur. Mais après, vraiment, le montage du dossier de pétition, c'est 3 ans et c'est plusieurs centaines, voire millions d'euros. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui peut freiner des nouvelles technologies jusqu'à l'industrialisation, mais on est vraiment tout proche de ça. Et comme aujourd'hui, ce qui se passe à l'échelle industrielle dans la chromatogénie, ce que disait Claire, il y a des machines industrielles en Corée du Sud. Et la plupart des marchés en Corée du Sud, on est sur des choses qui sont pas aptes au contact alimentaire. Enfin, c'est sur des papiers plutôt techniques, papiers typiquement absorbant sélectivement d'huile ou des choses comme ça. Très bien. Donc là, effectivement, BioCup sur 2024, l'idée après, c'est côté Citeo, on a comme projet donc de constituer certains éléments, donc technico-économiques, on va dire, pour dire comment un industriel demain pourra implanter chez lui la technologie de chromatogénie. Et donc quand on avancera là-dessus, certainement qu'on contactera peut-être des industriels qui sont parmi vous aujourd'hui pour prendre la température sur le comment, sur les informations qu'on aura à vous transmettre. Mais en tout cas, on y croit. on y croit parce que c'est vraiment c'est intéressant comme technologie et j'espère que vous avez bien que ça vous a éclairé sur les questionnements que vous pouviez avoir sur cette technologie dont on parle depuis un certain temps maintenant. Mais encore une fois, c'est long évidemment. On va passer aux questions-réponses. Je pense qu'il y en a eu. Alors, je voyais pas bien en même temps de la présentation, mais donc je vais laisser Florine. Et puis côté CTP également, n'hésitez pas s'il y a des questions que vous remarquez qui semblent
intéressantes ou non traitées jusqu'à maintenant. Alors, tout à fait. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Alors tout à fait, il y a eu énormément de questions du coup dans le chat, donc merci à vous pour toutes ces nombreuses questions. Donc on va potentiellement pas pouvoir toutes les passer en revue, mais donc pour pouvoir répondre déjà à certaines questions, je vais en poser une première donc à Claire, si possible. Pour pas mal de questions, notamment sur l'application de la chromatogénie, savoir si c'est possible d'appliquer de la chromatogénie, notamment que sur du papier vierge ou également potentiellement du recyclé. Est-ce que ce serait possible aussi sur tout ce qui est papier craft ou même carton ondulé ou même sur des fibres cellulosiques non transformées? Oui, bah, actuellement, effectivement, on peut appliquer la chromatogénie sur tout type de cellulose, donc il n'y a pas de contrainte particulière. On a testé sur, oui, je pourrais même pas vous dire combien de types de papier. La seule contrainte qu'on a actuellement, c'est la présence d'amidon dans le papier qui vient un petit peu qui est délétère en fait au greffage, malgré la présence de groupements OH aussi sur l'amidon. Ça pose un problème dû à après c'est une histoire de conformité de la molécule d'amidon, mais c'est le seul frein un petit peu qu'on a actuellement sur les papiers, sur le greffage de papier. Et question aussi, est-ce que ce serait possible de repréciser l'origine de l'huile un petit peu qui est utilisée, quel type d'huile est utilisée, si c'est végétal, pétrosourcé? Il y a eu plusieurs questions, c'est possible de repréciser. Oui, alors exactement, c'est du chlorure de palmite oil, donc c'est issu de, c'est un dérivé de l'huile de palme en fait, donc c'est végétal. Okay. Super, merci à toi. Petite question plutôt pour toujours sur ce qui est un petit peu application, plutôt pour Laurent. Quel est un petit peu donc le comportement, voilà, est-ce que la chromatogénie est une solution qui va fonctionner pour tout ce qui est un petit peu solution au froid, tout ce qui va être congélation, comme tu as pu le citer sur le surgelé, et même sur d'autres secteurs, plusieurs personnes s'interrogent, est-ce que ça peut fonctionner dans le secteur de la cosmétique, dans le secteur de tout ce qui est un petit peu jus de fruits, boissons, même dans le secteur de la poissonnerie, par exemple, pour emballer du saumon ou même pour transporter des plantes. Est-ce que tu pourrais apporter un petit peu de réponse? Oui, alors pour le secteur dans le secteur du surgelé, donc j'ai évoqué la glace parce que c'est déjà des travaux sur lesquels on a travaillé effectivement, ou sur lesquels la chromatogénie peut apporter une réponse. On a également effectivement travaillé sur des sujets comme les plantes horticoles. Voilà. Après, sur ces différents sujets, il reste encore quand même des choses à développer. Par exemple, j'ai vu pas mal de questions passer par rapport au traitement de la tranche. Donc, c'est vrai que la chromatogénie permet, par exemple, de traiter effectivement le papier sur la tranche. La question s'adressait plus par rapport à la cup, par rapport au traitement PVOH, plus la chromatogénie. Effectivement, ça reste encore un petit peu des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais voilà, on va trouver des solutions par rapport à ça. Pour l'instant, voilà, c'est des choses qui sont encore en développement. On a partiellement des réponses, mais pas sur tous les sujets. Mais les développements, en tout cas pour la glace, c'est des choses qui fonctionnent. Et pour les pots horticoles, c'est aussi des choses sur lesquelles on a déjà travaillé. Super. Merci beaucoup à toi. Petite question plutôt pour Marie cette fois, pour tout ce qui est plutôt scellage ultrasons. Est-ce que tu pourrais apporter un petit peu des éléments de réponse sur tout ce qui est limite de grammage pour les soudures ultrasons? Est-ce que c'est une technologie qui est utilisable sur tout ce qui est carton ondulé ou des choses comme ça? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on a fait des tests, on a fait des projets uniquement sur les cartons plats. Donc, je peux pas encore vraiment apporter des réponses sur les cartons ondulés. Mais c'est des choses qui sont à l'étude et a priori, il n'y a pas spécialement de limite de grammage. Il faut savoir que tout type de matériau peut, a priori, doit en tout cas être testé pour sa soudabilité. Voilà, ça va dépendre vraiment des composants qui sont à l'intérieur
Ça va dépendre davantage de ça. Et après, il faut trouver les bons outillages et les bons réglages de paramètres, comme j'expliquais dans la présentation, pour venir ajuster ça de façon très fine. Mais a priori, il n'y a pas, c'est à tester. C'est ça, a priori ça marche, mais évidemment comme tout, il faut tester pour avoir la preuve de. Mais il n'y a pas de contre-indication a priori pour que ça ne marche pas. Et il faut tester et vraiment bien chercher, puisqu'en fait les paramètres ne se trouvent pas comme ça. Telle est la difficulté finalement du scellage par ultrasons. Il y a de nombreux paramètres, encore faut-il trouver quels sont les bons paramètres sur lesquels il faut jouer. C'est la difficulté parce que c'est vrai que par exemple quand on met de la colle, il suffit entre guillemets de mettre un ray de colle et puis c'est bon, ça colle. Mais dans le soudage ultrason, il y a tous les réglages de paramètres justement pour que ça marche avec les bonnes cadences, etc. qu'il faut bien définir en amont. Alors après c'est pas des mois non plus de travail, hein, mais il faut justement faire ces petits tests d'ajustement et de réglage en amont. Tout à fait, exactement. Alors qu'à l'inverse, le scellage thermique donc le thermoscellage, lui, ne va avoir que 3 paramètres de réglage. Donc le temps, la température et la pression. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la presse ultrason. Ce qui complexifie beaucoup, mais ce qui permet, à l'inverse, d'obtenir de très bons résultats et de venir, par exemple, souder ce fameux matériau enduit de PVOH et greffé par chromatogénie qui ne va pas se sceller thermiquement, facilement. Et après, à l'usage, en fait, avec la soudure ultrason, on n'a plus la partie consommable, etc. Il y a plus de consommable. Enfin, il y a la partie électrique du chauffage, mais en fait, en termes d'économie, c'est quand même pas négligeable à terme. Tout à fait. Et, juste pour ne parler que de l'énergie, en plus déjà du consommable qu'il n'y a plus à approvisionner et à gérer logistiquement et à payer, bien sûr. Au niveau économie, on va être de l'ordre de 60 à 70% en termes d'économie d'énergie par rapport à un procédé de collage ou par rapport à un procédé de thermoscellage. Puisque vraiment, la chaleur est apportée à l'interface des matériaux à souder. Elle est vraiment exclusivement, c'est focus vraiment sur là où il faut amener de la chaleur. Et que pendant elle est vraiment dirigée, du coup, il n'y a pas de dispersion et de perte d'énergie. Tout à fait. Ok. Merci pour toutes ces précisions. Une petite question pour Claire. Tu as pu présenter donc les nombreuses barrières qui peuvent être apportées par cette technologie. Est-ce que c'est également barrière à l'éthanol? Très précise. Oui, non, mais c'est juste que effectivement, c'est des tests qu'on aimerait effectuer, qu'on n'a pas encore eu le temps de faire. On pense que ça ne devrait pas très bien fonctionner, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on aimerait vérifier. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais voilà, c'est effectivement une question intéressante auquel on essaie de répondre actuellement. Après, effectivement, vu les types de liaisons chimiques, la barrière sera en tout cas sûrement pas en tout cas aussi efficace que celle pour l'eau. Après, si je peux compléter, tout va dépendre des conditions de contact, de la durée, de la température de contact. Oui, c'est sûr. On aura besoin. Oui, si c'est un contact bref, ça peut faire l'affaire, mais effectivement, si c'est un contact de plusieurs jours, évidemment, on n'aura pas les mêmes propriétés barrières que voilà. La chromatogénie, c'est vraiment destiné pour cette barrière à l'eau. Après, tout ce qui est éthanol, alcool. Mais voilà, si on est sur du stockage longue durée de plusieurs mois, effectivement, il y a probablement peu de chance, mais effectivement, ce serait des choses qu'on voudrait vérifier. Et encore une fois, ça dépend aussi de la teneur en alcool, le pourcentage. Peut-être qu'il y aura des réactions différentes si c'est 1% d'alcool versus 90%. Enfin, voilà. C'est comme toute nouvelle technologie, du coup, il faut tester, quoi. C'est un peu à chaque fois le même. Très bien. Et pour rester aussi sur les questions assez précises et techniques, Laurent, peut-être que tu saurais nous renseigner sur le COB. Est-ce que il y a déjà des tests qui ont été faits sur des COB 24 heures ou même des COB une semaine?
Alors non, les COB les plus longs qu'on ait réalisés, c'est sur du 1800 secondes, sur des 30 minutes. Mais on n'a pas encore réalisé des COB 24 heures. Le seul test qu'on a fait avec les gobelets, c'est qu'on a fait un test quand même sur 24 heures en ayant rempli un gobelet avec différents types de boissons, avec du café, avec du cappuccino, avec du Coca-Cola, justement pour regarder s'il n'y avait pas de fuite, etc. Et effectivement, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là. C'est ça. Au-delà du COB, on a vraiment testé de mettre en fait des liquides en fait dans les gobelets et pour voir si concrètement, est-ce que le gobelet, il s'effondre parce qu'il est Voilà, complètement détrempé ou etc., etc. Donc ça a été fait, mais c'est effectivement c'est peut-être pas le COB en tant que tel, mais en tout cas on a essayé de démontrer que ça pouvait rester plusieurs jours avec du liquide dedans, quoi. Voilà, et avec différentes boissons. Et avec différentes boissons, Ouais. qu'elles soient sucrées, acides, C'est ça. gazeux. Il y a même du gras avec type soupe et choses comme ça, potage de mémoire. Donc Voilà, c'est pas une mesure. ça restait pas juste 1 heure dedans, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Florine, ou pas? Alors effectivement, il est 56. J'ai une dernière petite question que j'ai vu passer. Est-ce qu'on a déjà des billes sur tout ce qui est résistance au pli, notamment si c'est appliqué sur un sachet et que le sachet est plié? Est-ce que cette technique fonctionne bien, tient bien? Est-ce qu'on a des billes déjà là-dessus? Est-ce qu'on a fait des tests sur des papiers? Dans le cadre d'anciens projets, type projet WAGRAP 2, un projet OCTP, on avait fait des COB avant ou après le pliage, avec une couche de PEH ou PEH avec des pigments. On n'a pas vu de différence majeure de casse au pli sur le PEH. Ça n'endommage pas la couche, c'est ça, de PVOH ou de greffage? Oui, non. Et je vais juste finir avec une dernière question pour Mélanie, qui sont un petit peu les autres. Est-ce qu'on a déjà un petit peu des informations sur tout ce qui est différence de coûts de production, notamment avec cette méthode, ou est-ce qu'on a des travaux en cours? Et j'ai un petit peu une double question avec est-ce qu'on a aussi, en termes d'ouverture, quels sont un petit peu les autres projets qui entre Citeo et le CTP en cours? Question qui est passée dans le chat qui intéresse sur nos autres travaux. Alors d'une part sur la chromatogénie, ce qu'on disait, c'est que sur 2024, on se concentre sur réussir à produire une mini série industrielle, donc quelques milliers en fait de gobelets avec une bobine traitée chromato, pour pouvoir ensuite lancer différents tests de barrières, de vieillissement, etc. On va utiliser cette forme gobelet comme au-delà du gobelet, on va un peu les utiliser comme si c'était des pots, des barquettes, etc. pour mettre autre chose que des boissons. Parce que effectivement, nous, l'enjeu, c'est de tester par rapport au contact alimentaire, mais la chromato peut être utilisée évidemment pour d'autres des applications non alimentaires, du terreau, de choses comme ça. Évidemment, il faut tester, va me dire le CTP, parce que c'est les côtés scientifiques et c'est logique. Mais bon, ça peut être utilisé sur d'autres choses que l'alimentaire, évidemment. Donc, on va finaliser ça sur 2024 et on espère après sur 2025 pouvoir avancer, pourquoi pas, avec des industriels pour commencer à envisager une utilisation de cette technologie à échelle en fait. Et évidemment qu'il y a d'autres sujets. Je vous ai présenté les différents axes en démarrage de la fonctionnalisation de la cellulose. Donc il y a des projets qui se concentrent en fait sur ces différents axes. Mais si c'est des sujets qui intéressent, évidemment, on pourra faire également des webinaires sur tous les autres sujets et tous les autres thématiques sur lesquelles on mène des projets avec le CTP.
Il est 14h59, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc je vous remercie, je remercie tous les chefs de projet du CTP d'avoir accepté de faire ces présentations. Je remercie à toutes les personnes présentes. J'espère que ça vous a intéressé, que c'était suffisamment clair. On a parlé de technique en essayant de le vulgariser le plus possible. Donc j'espère que ça a été le plus clair et que ça vous a donné envie aussi de d'apprendre sur ces sujets-là de la fonctionnalisation de la cellulose. C'est des sujets passionnants. Donc je vous dis peut-être à bientôt pour un autre webinaire sur ces problématiques et encore merci. À bientôt. Au revoir.